C'est Senseuse 2, en phase avec le courant de la tristesse. Je vais commencer la mise à jour sur la situation de la guerre au Moyen-Orient. Les autorités iraniennes voient toujours le contrôle du détroit d'Ormuz comme un intérêt stratégique majeur et un pilier de leur stratégie de dissuasion à long terme. Il semble que l'Iran considère que le contrôle du détroit d'Ormuz est essentiel pour établir sa capacité de dissuasion, après l'affaiblissement de son pouvoir de dissuasion face aux États-Unis et à Israël. Mohammad Mokber, conseiller du guide suprême iranien, a déclaré dans un entretien accordé aux médias iraniens que la position de l'Iran dans le détroit d'Ormuz a une importance stratégique équivalente à celle de l'arme nucléaire. En tant que conseiller du guide suprême, ces propos sont vus comme reflétant la perception des plus hautes sphères du pouvoir iranien. Le conseiller Mokber a affirmé que contrôler une artère économique mondiale permet à l'Iran d'influencer l'économie mondiale par une seule décision. Il a aussi affirmé que l'Iran ne perdra jamais le détroit d'Ormuz, peu importe les circonstances. Ces propos concordent avec l'analyse existante selon laquelle l'objectif stratégique principal actuel de l'Iran est de faire reconnaître internationalement sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Le conseiller Mokber, ayant comparé le détroit d'Ormuz au programme nucléaire, montre que la conception de la dissuasion du régime iranien évolue. L'Iran semble vouloir utiliser le détroit d'Ormuz comme nouvel outil de dissuasion. Cela s'explique par le fait que l'Iran estime que ses moyens traditionnels de dissuasion, tels que la puissance des missiles et des drones, les réseaux de forces supplétives et les systèmes de défense aérienne, n'ont pas réussi à empêcher une attaque de grande ampleur des États-Unis et d'Israël. La direction iranienne accorde une importance accrue au détroit d'Ormuz, jugeant ses moyens de dissuasion traditionnels très affaiblis. Cette tendance indique que le régime iranien ne cédera sans doute pas sur le contrôle du détroit d'Ormuz lors des négociations. Certains hauts responsables de la ligne dure, dont Ahmad Vaidi, commandant des gardiens de la Révolution, influencent fortement les décisions du régime. Certaines analyses indiquent que si perdre le contrôle maritime est exigé lors des négociations, il préférerait une nouvelle confrontation à un compromis. L'Iran affirme son contrôle sur le détroit d'Ormuz pour renforcer son influence internationale et faire pression sur les États-Unis pour obtenir des concessions. Les médias iraniens ont publié le 8 mai une vidéo montrant la marine iranienne arraisonnant le navire Jinliho dans le golfe d'Oman et le forçant à changer de cap. Le département du Trésor américain avait déjà sanctionné ce navire en février 2026, car il avait transporté des millions de barils de produits pétroliers iraniens, après mai 2025. Ce navire serait actif depuis au moins 2020, en tant que membre de la soi-disant flotte fantôme de l'Iran. Le navire appartient à Ocean Kudos Shipping Company Limited, entreprise chinoise sanctionnée pour transport de produits pétroliers iraniens. Le Jinliho a déjà fait plusieurs allers-retours entre Bassora en Irak et le port de Fujairah, et a récemment été signalé en attente près de Fujairah. Toutefois, les données suggèrent que ce navire a peut-être falsifié sa localisation. Cependant, ce qui est surprenant, c'est que la marine iranienne ait saisi un navire appartenant à une entreprise chinoise. Les médias iraniens ont accusé ce navire d'entraver les exportations de pétrole iranien et de porter atteinte aux intérêts nationaux. Le Jinliho aurait peut-être tenté de traverser le détroit d'Ormuz sans coordination avec les forces iraniennes. De telles mesures augmentent encore les risques pour la navigation des navires commerciaux, et par conséquent, exercent une pression supplémentaire à la hausse sur les prix internationaux du pétrole. Les États-Unis et l'Iran continuent d'afficher de profondes divergences sur les questions clés. Le programme nucléaire iranien, le stock d'uranium hautement enrichi et la revendication de souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz restent des sources majeures de conflits. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a indiqué le 8 mai que l'Iran étudiait toujours la proposition américaine et annoncerait sa position officielle après décision finale. Lors de son intervention du 7 mai, il a annoncé que l'Iran privilégiait une nouvelle négociation via le Pakistan et ne souhaitait pas, pour l'instant, engager de discussions nucléaires directes. Le président Donald Trump a averti le 8 mai que si l'Iran n'acceptait pas rapidement la proposition d'accord, les États-Unis pourraient relancer une attaque militaire. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les États-Unis attendaient une réponse prochaine de l'Iran et espéraient engager un processus de négociation sérieux. Cependant, la partie iranienne continue d'envoyer des signaux, indiquant qu'elle n'a pas l'intention de faire des concessions sur les questions clés. En particulier, elle maintient une position ferme concernant les activités d'enrichissement d'uranium et le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran. Des analystes attribuent le retard de la réponse iranienne aux divergences persistantes au sein du régime. En particulier, il a été rapporté que le commandant en chef des gardiens de la Révolution, Ahmad Vaidi, et les factions radicales qui lui sont proches, adoptent une position très négative quant à l'idée de faire d'importantes concessions sur les questions clés. Alors que l'Iran continue de renforcer ses revendications de souveraineté à long terme sur le détroit d'Ormuz, les États-Unis poursuivent également leurs efforts pour maintenir le blocus maritime contre l'Iran. Le 8 mai, le commandement central américain a indiqué que depuis le 13 avril, la marine américaine avait détourné 57 navires de leur trajectoire.
Le commandement central a aussi annoncé que les forces américaines avaient neutralisé les pétroliers iraniens Sea-Star 3 et Sevda, qui tentaient d'entrer dans un port iranien près du golfe d'Oman. Il semble que l'Iran ait tenté d'utiliser ces pétroliers comme installation flottante de stockage de pétrole brut, alors que sa capacité de stockage est sous pression en raison du blocus maritime imposé par les États-Unis. L'Iran cherche déjà à remettre en service d'anciens pétroliers et à transformer des navires vides en réservoirs flottants pour réduire la pression sur ses stocks terrestres. Le commandement central a indiqué que la marine américaine bloque l'accès de plus de 70 pétroliers aux ports iraniens, dans le cadre du blocus contre l'Iran. Ces navires ont une capacité totale de plus de 166 millions de barils de pétrole brut iranien, dont la valeur est estimée à au moins 13 milliards de dollars. L'Iran intensifie la pression militaire et verbale sur les Émirats arabes unis et considère désormais les Émirats arabes unis comme un État hostile, soutenant les opérations américano-israéliennes contre l'Iran. L'Iran veut aussi montrer que les pays du Golfe alliés aux États-Unis paieront directement sur le plan sécuritaire et économique s'ils soutiennent encore les actions militaires américaines contre lui. Ali Hezlian, membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère d'Iran, a déclaré le 8 mai que l'Iran considère désormais les Émirats arabes unis comme une base hostile, et non plus comme un pays voisin. Il a aussi déclaré que les Émirats arabes unis avaient aidé aux attaques contre l'Iran durant la guerre. Mohamed Mokber, conseiller du guide suprême iranien, a affirmé le 8 mai que les Émirats arabes unis avaient déjà été punis et seraient sanctionnés plus sévèrement à l'avenir. L'Iran a récemment mené une série d'attaques contre les Émirats arabes unis, ce qui est en partie interprété comme une tentative d'isoler les Émirats des autres pays du Golfe et de déstabiliser leurs relations avec les États-Unis et Israël. En particulier, on analyse que cela constitue une réponse forte au fait que les Émirats arabes unis renforcent récemment leur coopération avec les États-Unis et Israël. Le 8 mai, le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé que son réseau de défense aérienne avait intercepté 2 missiles balistiques iraniens et 3 drones visant les Émirats. Un document confidentiel russe obtenu par The Economist révèle que la Russie a proposé de fournir à l'Iran des milliers de drones et une formation au personnel chargé de leur utilisation. Cette information renforce les craintes que la technologie des drones à fibre optique atteigne l'Iran et ses groupes mandataires régionaux. La proposition comprend 5000 drones à fibre optique courte, portés plusieurs drones longue portée guidés par satellite avec terminaux Starlink, et un programme de formation pour le personnel iranien. The Economist a toutefois indiqué ne pas avoir pu confirmer si la Russie avait officiellement soumis cette proposition à l'Iran. Le document n'indique pas de date, mais The Economist estime qu'il a sans doute été rédigé dans les 6 premières semaines de la guerre, alors que les États-Unis envisagèrent des opérations terrestres contre l'Iran. Cette proposition russe renforce les craintes que la technologie des drones à fibre optique atteigne les forces supplétives iraniennes. Les milices irakiennes pro-iraniennes et le Hezbollah libanais ont déjà utilisé des drones FPV à fibre optique dans les conflits actuels. Des responsables israéliens ont déclaré à The Economist que les gardiens de la révolution avaient fourni au Hezbollah des drones iraniens à fibre optique. On ignore si c'est la dernière évaluation israélienne, mais des analyses indiquent qu'une partie des drones aurait été fournie par l'Iran au Hezbollah. La livraison de drones à fibre optique par la Russie à l'Iran pourrait accélérer la diffusion de cette technologie parmi les groupes mandataires iraniens, augmentant les risques pour les intérêts militaires américains et alliés. Le Hezbollah a attaqué le QG de la première brigade d'infanterie Golani, près de Nahariya, au nord d'Israël, en riposte à la frappe israélienne ayant tué le commandant de la force Radwan. Le Hezbollah aurait choisi cette cible pour son symbolisme comparable à celui du quartier général de la brigade Radwan. Le commandant de la brigade Radwan, tué à l'époque, était aussi au quartier général de la brigade lors de l'attaque. Le 8 mai, le Hezbollah a attaqué à la roquette la base militaire israélienne de Shuraga, au sud de Nahariya, en représailles. Cette base est connue comme le quartier général de la première brigade Golani, qui fait partie de la 36e division de l'armée israélienne. L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté certaines des roquettes lancées par le Hezbollah, tandis que les autres sont tombées dans des zones ouvertes, sans faire de victimes. Le Hezbollah a déclaré que l'attaque répondait aux violations du cessez-le-feu par Israël. Il a notamment mentionné la mort du commandant de la brigade Radwan, Ahmad Galeb Malik Balout, lors d'une frappe aérienne israélienne le 6 mai au sud de Beyrouth. Plus tard, l'armée israélienne a frappé les lanceurs du Hezbollah, utilisés pour attaquer le nord d'Israël, en réponse à une attaque à la roquette. Il a également été rapporté que cette frappe comprenait des attaques sur la région de la vallée de la Bekaa au Liban. Si d'autres informations importantes sont communiquées, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. C'est la fin de cette vidéo. Merci. Là.